Je me souviens de Léa, et de ce cahier qu'elle serrait si fort. 20 ans d'enseignement ne m'avaient pas préparé à un tel secret. Son père, Rémi, avait dépensé des milliers d'euros, des fortunes, dans ses remèdes naturels, persuadé de détenir la seule vérité pour sa fille. Une vérité construite sur une peur profonde, un refus obstiné de la science. Un jour, l'encre s'est étalée. Et ce que j'ai découvert dans ces pages humides a fait vaciller tout mon monde. C'était plus qu'une simple erreur, c'était un aveuglement coûteux. Avant d'écouter la suite, abonnez-vous et écrivez en commentaire le nom de votre ville. Ces petits liens rendent chaque histoire un peu plus humaine. Mon nom est Eliane Mercier. J'ai 48 ans. Et si mes 20 années passées à l'école primaire les tilleuls m'avaient appris une chose, c'est que derrière chaque regard d'enfant se cachait un univers. Un univers que nous, les enseignants, ne faisions parfois qu'effleurer, mais qui, pour certains, devenait un fardeau silencieux. J'étais à l'aube de ma retraite, pensant avoir tout vu, tout ressenti. Mais c'était avant Léa. Ce matin de novembre, la pluie crépitait doucement contre les vitres de la salle. J'avais prévu une séance de collage, une activité douce pour occuper les enfants en ce jour maussade. Des feuilles colorées, des glands, des brindilles, tout était étalé sur la grande table centrale, invitant à la création. Les petits, pleins d'entrain, s'étaient précipités, mais Léa, comme toujours, restait en retrait. Ces dernières semaines, son teint s'était amélioré, son énergie semblait plus stable, mais elle restait isolée, ne parlant que si on l'interrogeait directement. « Veux-tu te joindre à nous, Léa ?» ai-je encouragé, « il y a de la place. » Après une hésitation, elle s'était avancée, prenant place à côté de Maxime, son protecteur officieux parmi les enfants. Son fidèle cahier était calé sous son bras, comme une partie d'elle-même. La séance se déroulait paisiblement. Les rires et les chuchotis emplissaient la pièce. Puis, tout a basculé. Théo, un petit garçon un peu trop enthousiaste, en cherchant le pot de colle, a maladroitement renversé un verre d'eau. Le liquide s'est répandu, rapide, imparable, sur la table, imbibant plusieurs créations et, pire encore, se dirigeant droit vers le précieux cahier de Léa. « Mon livre » a-t-elle hurlé, la voix déchirée par la panique, essayant de le saisir. Trop tard. L'eau avait déjà imprégné la partie inférieure, assombrissant les pages. Son petit visage s'est froissé d'horreur. « Papa serait tellement en colère » a-t-elle murmuré, les larmes montant à ses yeux. Les recettes seraient fichues. J'ai réagi d'instinct, attrapant des essuie-tout. « Ça va, Léa. Nous pouvons le sauver. Laisse-moi t'aider à sécher les pages avant qu'elles ne collent. » J'ai pris le cahier, l'ouvrant avec délicatesse pour éponger entre les pages humides. En séchant, l'encre avait rendu certaines écritures semi-transparentes, révélant ce qui était jusque-là caché. Ce que j'ai vu m'a coupé le souffle. Page après page, des plantes méticuleusement dessinées, étiquetées avec des dosages et des effets. Racine de valériane, 1 à 4 cuillères à café pour les troubles du sommeil. Teinture d'échinacée, 10 gouttes 3 fois par jour pour renforcer l'immunité. Certaines pages portaient des avertissements, ne jamais dépasser la dose d'extrait de champignons peut provoquer des douleurs d'estomac. Mais le plus troublant était une page titrée « Protocole quotidien de Rémi pour Léa ». Elle listait cette préparation à base de plantes différentes, avec des horaires et des quantités spécifiques, bien plus complexes que n'importe quel régime médicamenteux que j'avais vu prescrit pour un enfant. Ton père tient des registres très précis, ai-je dit doucement, continuant d'éponger, tout en essayant de mémoriser le plus possible. Léa a hoché la tête, sa panique s'apaisant légèrement en voyant les pages être sauvées. Il dit qu'il faut être exact. Si j'en prends trop peu, ça ne marchera pas. Si j'en prends trop, ça pourrait me faire mal. Un frisson m'a parcouru. Ces mots, prononcés par une enfant de 7 ans. Ça t'a déjà fait mal? L'ai-je demandé, la voix douce. Elle a hésité. Parfois, j'ai mal au ventre après le thé amer. Et parfois, je suis très fatigué. Mais papa dit que c'est juste les toxines qui quittent mon corps. Alors que je lui rendais son cahier, presque sec, elle a soudainement paru à nouveau inquiète. S'il vous plaît,
ne le dites pas à papa pour l'eau. Il serait fâché que je n'ai pas été assez prudente avec notre livre médical. C'était un accident, Léa. Personne n'aura d'ennui, l'ai-je rassuré, bien que mon esprit s'emballait face aux implications de ce que j'avais vu. Ton cahier est spécial parce qu'il t'aide à te sentir mieux, n'est-ce pas? Léa l'a serré de nouveau contre elle. Papa dit que c'est notre système de guérison. C'est ce qui me protège de la maladie. Elle s'est arrêtée brusquement, se mordant la lèvre. Comme qui, Léa? Elle a baissé les yeux. Je ne suis pas censé en parler. C'est un secret de famille. Ce jour-là, dans ce silence lourd de sens, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Non pas une chute physique, mais une chute mentale, un effondrement de toutes mes certitudes. Le poids de ce secret, si lourd pour une si petite fille, m'a oppressé. 20 ans d'enseignement, et pourtant, cette histoire-là me paraissait inédite, alarmante point et la scène s'est estompée, laissant place à la brume des souvenirs. Je me suis retrouvé à la première page de cette histoire, au premier jour de Léa Dubois dans ma classe. Le son strident d'une ambulance avait percé le calme matinal de l'école primaire Les Tilleuls. La plupart des élèves avaient continué leur travail, mais mes yeux expérimentés, ceux d'Éliane Mercier, 48 ans, 20 ans d'enseignement et bientôt à la retraite, avaient immédiatement remarqué la réaction de ma nouvelle élève. Léa Dubois, 7 ans, avait tressailli comme si le son l'avait physiquement blessée, serrant un cahier usé contre sa poitrine comme un bouclier. Ses petites épaules s'étaient voûtées, ses yeux écarquillés par une émotion qui semblait trop lourde pour une enfant si jeune. C'était le premier jour de Léa, et j'avais déjà remarqué plusieurs détails inquiétants chez cette petite fille silencieuse aux yeux vigilants. Lorsque la secrétaire de l'école les avait présentés ce matin-là, son père, Rémi Dubois, avait gardé une main protectrice sur l'épaule de sa fille. Léa a des conditions particulières qui nécessitent des soins à domicile, avait-il expliqué d'une voix calme, mais ferme, qui décourageait les questions. Elle ne supporte pas bien les bruits forts ni trop d'activité. Il n'y avait rien d'immédiatement alarmant chez Monsieur Dubois. Grand et mince, avec des yeux fatigués, il était vêtu simplement mais proprement, et parlait poliment. Mais j'avais remarqué comment son regard balayait constamment la pièce, comment ses doigts tambouraient contre sa jambe lorsque la directrice Sylvie Durand lui avait posé des questions sur les dossiers scolaires précédents de Léa. Nous avons géré son éducation à la maison jusqu'à présent, fut tout ce qu'il offrit. Maintenant, alors que le son de l'ambulance s'estompait, je m'étais approché du bureau de Léa avec un doux sourire. Ça va, Léa? L'ambulance est de quelqu'un qui a besoin d'aller vite à l'hôpital. La petite avait hoché la tête sans lever les yeux, ses doigts serrant si fort son cahier que ses phalanges blanchissaient. Un simple cahier de composition, aux coins usés à force d'être manipulé. Je n'avais pas encore vu Léa le poser, même pendant l'heure d'art où les autres enfants se précipitaient avidement sur les crayons de couleur. Les 3 semaines suivantes me permirent d'établir une sorte de routine d'observation sur Léa. Chaque détail, si minime soit-il, était soigneusement noté dans mon journal d'enseignante. L'enfant était une étude en contradiction, brillante dans certains domaines, mystérieusement limitée dans d'autres. Pendant les périodes de lecture silencieuse, Léa dévorait des livres bien au-delà de son niveau scolaire. J'avais été sidéré de la voir absorbée par un roman de Jules Verne, que la plupart de mes élèves de 7 ans auraient trouvé décourageant. Pourtant, dès que la salle de classe devenait bruyante ou chaotique, sa capacité à fonctionner semblait s'éteindre complètement. C'était comme si un interrupteur invisible se déclenchait en elle, coupant toute connexion avec le monde extérieur. J'avais commencé par garder un petit panier de casques anti-bruit près de son bureau, une adaptation que la petite fille utilisait avec un soulagement visible. Madame Mercier, pourquoi Léa a-t-elle le droit de porter un casque, m'avait demandé Théo un jour, avec cette curiosité directe propre aux enfants. Les oreilles de certaines personnes sont très sensibles, avais-je expliqué simplement. C'est comme certains ont besoin de lunettes pour mieux voir. Un matin, alors que le soleil inondait la salle de classe, j'avais remarqué Léa tressaillir à nouveau, cette fois-ci à cause de la lumière vive plutôt que du son. Sans attirer l'attention, j'avais ajusté les stores près de son bureau. Léa avait levé les yeux, rencontrant les miens avec un éclair de surprise et de gratitude.
Ces petits moments de connexion s'étaient multipliés, bien que Léa restât largement silencieuse avec ses camarades. Son cahier, ce compagnon mystérieux et constant, restait serré contre sa poitrine chaque fois qu'elle se déplaçait dans la pièce. Pendant le cours de musique, lorsque Madame Perrin jouait un accord particulièrement fort au piano, j'avais vu Léa se presser contre le mur, les yeux fermés. La professeure de musique n'avait rien remarqué, mais j'avais rapidement guidé Léa dans le couloir sous prétexte d'une course spéciale, lui donnant un moment pour récupérer. « Veux-tu retourner à l'intérieur ou rester un peu ici ?» avais-je demandé. « Ici, s'il vous plaît » avait murmuré Léa. C'étaient ses premiers mots volontaires de la journée. Le plus préoccupant était sans doute ses habitudes physiques. Léa choisissait toujours le pouf pendant l'heure de lecture plutôt que les sièges normaux. Quand elle était obligée de s'asseoir à son bureau, elle se perchait sur le bord de sa chaise, comme prête à s'enfuir. Et chaque fois que quelqu'un l'approchait inopinément par derrière, elle sursautait violemment, ses petits muscles se raidissant de peur. À midi, j'avais remarqué que la nourriture de la petite fille était toujours la même, des crackers nature, une petite pomme coupée en morceaux avec soin, et un thermos de ce que Rémi appelait un thé spécial pour sa santé. Léa ne mangeait jamais la nourriture de la cantine, bien que je l'ai vu observer les plateaux des autres enfants avec un désir évident. Cet après-midi-là, alors que la pluie battait contre les fenêtres de la classe, j'avais vu Maxime, un garçon gentil et énergique, s'approcher du bureau de Léa pendant le temps libre. « J'aime tes dessins » avait-il dit, montrant un petit coin de page visible de son cahier. Léa s'était figée, serrant le livre plus fort. « Je dessine aussi » avait continué Maxime, imperturbable. « Tu veux voir ?» Il avait tendu un papier orné de dinosaures colorés. Après un long moment, Léa avait légèrement hoché la tête depuis son bureau. J'avais observé cette petite interaction se dérouler. C'était la première fois qu'un camarade de classe réussissait à interagir avec la petite fille silencieuse. Juste un instant, l'expression vigilante sur le visage de Léa s'était adoucie en quelque chose qui ressemblait à l'enfance. Lorsque la cloche de fin de journée avait sonné, j'avais remarqué que Rémi était en retard pour la chercher. Une première. Léa était restée rigidement assise à son bureau, l'anxiété visible dans sa posture. « Il sera là bientôt » l'avais-je rassuré. « Parfois la circulation retarde les gens. » La réponse murmurée de Léa m'avait glacé le sang. « Papa n'est jamais en retard. »« Jamais, jamais. Il dit qu'être à l'heure nous protège. » Les mots eux-mêmes étaient innocents, mais quelque chose dans le ton de la petite fille, une récitation pressante, apprise par cœur, avait fait vibrer mes instincts de maîtresse d'école d'une alarme silencieuse. Ces signes. Ces petits détails. Ils s'accumulaient, un par un, comme des pièces d'un puzzle macabre que je n'osais encore assembler. C'était comme un écho lointain, l'ombre d'un passé que j'avais juré de ne jamais revivre. Thomas. J'avais hésité avec Thomas. Je ne pouvais pas me le permettre avec Léa. J'avais planifié cette leçon d'art depuis des jours, sélectionnant soigneusement des matériaux qui, je pensais, pourraient faire sortir Léa de sa coquille. Au lieu de nos projets structurés habituels, aujourd'hui serait une journée d'expression libre avec une variété de matériaux naturels étalés sur les tables pour que les enfants puissent les explorer. Aujourd'hui, nous allons créer de l'art inspiré par la nature, ai-je annoncé, révélant des collections de feuilles pressées, de fleurs séchées, de pierres lisses et de brindilles. Vous pouvez faire tout ce que votre imagination désire. La classe a éclaté en bavardages excités alors que les élèves se précipitaient pour examiner les trésors. J'ai remarqué Léa rester en retrait, comme d'habitude, mais il y avait un intérêt indéniable dans ses yeux alors qu'elle contemplait la table de spécimens botaniques. Il y a des éléments spéciaux que j'ai pensé que tu aimerais peut-être, ai-je dit doucement, m'approchant de Léa avec un petit plateau d'herbes et de fleurs séchées. J'ai remarqué que tu semblais aimer les plantes. Pour la première fois, j'ai vu une véritable excitation éclairer le visage de Léa. Les doigts de la petite fille ont hésité au-dessus d'un brin de lavande, puis se sont déplacés pour toucher une tige de romarin séché. Celui-ci aide à dormir, a murmuré Léa, montrant la lavande. Et celui-ci fait disparaître la fièvre, a-t-elle ajouté, indiquant une feuille séchée que je n'ai pas pu identifier. Tu connais beaucoup de choses sur les plantes,
ai-je observé, veillant à garder un ton décontracté. Et quelqu'un t'a appris à leur sujet? Papa sait tout sur elle, a répondu Léa, sa voix gagnant en assurance. Nous avons un jardin entier. C'est notre médecine. Le mot « médecine » a attiré mon attention. C'est fascinant. Voudrais-tu faire quelque chose avec ça? À ma grande joie, Léa a hoché la tête, sélectionnant soigneusement plusieurs spécimens. Pendant la demi-heure suivante, j'ai observé l'enfant habituellement réservé à ranger les plantes avec une précision surprenante sur son papier. Contrairement aux créations chaotiques et joyeuses de ses camarades, la composition de Léa était méthodique, presque comme une illustration scientifique. C'est magnifique, ai-je commenté quand Léa a eu terminé. Voudrais-tu m'en parler? Léa a hésité, jetant un coup d'œil vers son cahier toujours présent. Puis, prenant une décision, elle l'a ouvert juste neuf pour y glisser son œuvre d'art. C'est le mélange spécial de papa pour quand j'ai mal au ventre, a-t-elle expliqué doucement. 3 parts de camomille, une part de menthe, et un tout petit peu de celle-ci, a-t-elle désigné une feuille plumeuse. Mais celle-là est forte. Trop, c'est dangereux. La façon prudente dont Léa avait prononcé le mot « dangereux » m'a fait frissonner. Une enfant de 7 ans ne devrait pas parler de plantes avec une telle précision clinique. À proximité, Maxime avait créé une scène de forêt sauvage avec des brindilles et des feuilles. Remarquant le travail de Léa, il s'est approché. Ça ressemble à une potion, a-t-il dit avec admiration. Comme dans Harry Potter. Un petit sourire, le premier que j'ai vu, a effleuré les lèvres de Léa. Un peu, mais c'est réel. Cool. Ma mère me donne juste des médicaments dégoûtants de la pharmacie quand je suis malade, a répondu Maxime, fronçant le nez. J'ai observé attentivement les 2 enfants commencer à parler, Maxime faisant la majeure partie de la conversation tandis que Léa écoutait attentivement, offrant occasionnellement des réponses calmes. C'était la plus longue interaction que j'ai vu Léa avoir avec un camarade de classe. Plus tard, alors que les élèves rangeaient, j'ai remarqué Léa esquisser soigneusement quelque chose dans son cahier, ajoutant à ce qui semblait être une collection déjà étendue de dessins de plantes. Pendant un bref instant, lorsque Léa n'a pas réalisé qu'elle était observée, j'ai aperçu une page remplie d'herbes méticuleusement représentées, chacune étiquetée d'une écriture étonnamment soignée pour une enfant de son âge. Remède pour le mal de tête de papa, tonique pour le sommeil, remède pour l'estomac. Ce bref aperçu avait confirmé mes soupçons croissants. Le mystérieux cahier de Léa était une sorte de journal médical rempli de remèdes alternatifs. La question qui me tourmentait était de savoir pourquoi une enfant de 7 ans serait si intensément concentrée sur de telles choses, et pourquoi elle gardait cette connaissance comme un secret dangereux. Ce jour-là, j'ai senti un froid me traverser, un froid qui n'avait rien à voir avec le temps. J'ai discrètement fait signe à mon aide de prendre le relais, tandis que je me dirigeais vers le couloir. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Béatrice Laurent, la psychologue scolaire, besoin de se rencontrer. Vu l'intérieur du cahier. Situation médicale plus complexe que prévu. Le bref aperçu dans le cahier de Léa avait confirmé mes pires craintes. Rémi Dubois ne se contentait pas de préférer la médecine alternative. Il administrait un régime complexe, potentiellement dangereux, de substances non réglementées à sa fille, guidé par des peurs que je ne comprenais pas encore entièrement. Et la pensée de Thomas, un ancien élève que j'avais autrefois manqué, résonnait en moi. Je ne devais pas laisser Léa être une autre Thomas. Le début octobre, la pluie tambourinait doucement contre les fenêtres de la bibliothèque alors que je surveillais l'heure de lecture des CE2. La plupart des élèves étaient confortablement installés sur des coussins avec leurs livres choisis. Mais mon attention ne cessait de revenir vers Léa, qui était assise en tailleur dans un coin, son cahier ouvert à côté d'un livre sur les plantes médicinales qu'elle avait découvert dans les rayons de la bibliothèque. C'était la première fois que je voyais le précieux cahier si grand ouvert. De mon poste près du bureau de référence, je pouvais voir Léa copier méticuleusement quelque chose du livre, son petit doigt traçant les lignes de texte avant de revenir à ses propres pages. 5 minutes avant de retourner en classe, ai-je annoncé, profitant de l'occasion pour me rapprocher du coin de Léa. La petite fille n'a pas remarqué mon approche,
absorbée par son travail. Je pouvais maintenant voir que le cahier ne contenait pas des gribouillis enfantins, mais des enregistrements détaillés, presque scientifiques. Une page montrait une feuille soigneusement dessinée, étiquetée, et chinassée pour combattre la maladie. Une autre page contenait ce qui ressemblait à des instructions de dosage, 3 feuilles infusées pendant 7 minutes. Léa a soudainement senti ma présence et a refermé le cahier d'un coup, les yeux écarquillés d'alarme. C'est une recherche impressionnante, ai-je dit doucement. Tu en sais beaucoup sur les plantes pour ton âge. Léa a serré le cahier plus fort. Papa dit que je dois tout apprendre exactement. C'est important. Pourquoi est-ce si important, ai-je demandé, en gardant un ton conversationnel. Léa a jeté un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que personne d'autre n'écoutait. Parce que les médecins ne connaissent pas toujours la bonne façon. Papa dit que la médecine naturelle est plus sûre, mais seulement si on suit parfaitement les règles. Un souvenir a refait surface dans mon esprit. Une situation du début de ma carrière d'enseignante qui me hantait encore, un garçon silencieux nommé Thomas, qui avait montré des signes subtils de détresse. J'avais remarqué, mais j'avais hésité trop longtemps, incertaine de devoir intervenir. Au moment où l'école avait agi, la situation de Thomas à la maison s'était gravement détériorée. Je m'étais promis de ne plus jamais ignorer mes instincts. Léa, ton père t'emmène parfois chez des médecins aussi? Ou il utilise juste les plantes, ai-je demandé avec prudence. L'expression de la petite fille s'est refermée immédiatement. Papa dit que nous n'avons pas besoin de médecins. Ils veulent juste vendre des médicaments qui nous rendent plus malades. Avant que je ne puisse répondre, Maxime est arrivé en courant, rompant le moment. Madame Mercier, pouvons-nous emprunter des livres à emporter chez nous? Alors que la classe faisait la queue pour retourner en classe, je me suis retrouvé profondément troublé. Le commentaire de Léa sur les médecins, combiné à ses mystérieux symptômes physiques et à ce cahier méticuleusement tenu, peignait un tableau inquiétant. Cet après-midi-là, pendant que les élèves travaillaient sur des problèmes de mathématiques, j'ai discrètement cherché Rémi Dubois dans la base de données de l'école. Les informations de contact d'urgence étaient rares, seulement Rémi était répertorié, pas de mère ni de contact secondaire. Sous la rubrique information médicale, où la plupart des parents listaient les pédiatres ou les allergies, Rémi avait simplement écrit « Aucune intervention médicale sans consentement parental explicite, tous les problèmes de santé sont gérés à la maison ». Mon inquiétude s'est approfondie lorsque, pendant le cours de sciences, nous avons discuté du corps humain et Léa a levé la main à un événement rare. Mon père dit que nos corps peuvent tout guérir si on leur donne les bonnes plantes et qu'on se tient loin des produits chimiques, a-t-elle déclaré avec une conviction absolue. Plusieurs enfants ont semblé confus, mais Léa a continué avec la certitude de quelqu'un récitant une vérité souvent répétée. Les médicaments des magasins contiennent des poisons qui enrichissent les grandes entreprises. Ce soir-là, je me suis assise dans ma salle de classe vide, troublée par les flashbacks de l'affaire Thomas il y a des années. J'avais hésité à l'époque, inquiète de dépasser les limites, de mal interpréter les signes. Les parallèles étaient dérangeants. J'ai ouvert mon journal de maîtresse d'école, ajoutant les observations d'aujourd'hui à mes notes croissantes sur Léa. La petite fille était clairement intelligente et bien soignée à bien des égards. Rémi Dubois n'était pas négligent. Il préparait son déjeuner tous les jours, s'assurait qu'elle était toujours impeccablement habillée et la récupérait ponctuellement. Pourtant, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que les symptômes mystérieux de Léa, sa peur des bruits forts et des lumières vives, son évitement du contact physique, et surtout sa fixation étrange sur la médecine alternative, indiquaient quelque chose de troublant sous la surface. Et la question était: que devrais-je faire? Et comment pourrais-je aider sans briser la confiance fragile que j'avais commencé à construire avec cette enfant vigilante et blessée? Le froid de la mi-octobre s'était installé sur l'école primaire Les Tilleuls, apportant avec lui les premiers signes de couleurs automnales, et pour moi, Eliane, une inquiétude grandissante concernant Léa Dubois. Les changements chez l'enfant au cours de la semaine passée étaient subtils, mais indéniables pour mon œil expérimenté. Aujourd'hui, la pâleur habituelle de Léa s'était accentuée, virant à un gris cendré. Pendant le cercle du matin, j'avais remarqué les paupières de la petite fille tombantes,
son petit corps se balançant légèrement comme si se tenir debout lui demandait un effort énorme. Lorsqu'on l'avait appelé à lire à haute voix, la voix normalement claire de Léa était à peine audible, s'éteignant au milieu de la phrase jusqu'à ce que je demande doucement à un autre élève de continuer. J'ai pris ma voiture et me suis dirigé vers un petit centre commercial de la rue des Acacias. Mon esprit toujours préoccupé par ce que j'avais découvert dans le cahier de Léa. Béatrice avait suggéré de nous rencontrer au coin café plutôt qu'à l'école, un terrain neutre où nous pourrions parler librement et sans interruption. Alors que je verrouillais ma voiture, une voix a appelé non loin de là. Madame Mercier. Éliane Mercier, n'est-ce pas? Je me suis retourné et j'ai trouvé une femme âgée aux cheveux argentés coiffée en un chignon soigné, portant un petit sac de course. Oui, c'est moi, Éliane, ai-je répondu, essayant de me rappeler ce visage familier. La femme a souri chaleureusement. Je suis Marthe Lemaire. Je suis bénévole à la bibliothèque de l'école le jeudi. Je vous ai vu avec vos CE2 pendant l'heure du conte. Bien sûr. C'est agréable de vous voir en dehors de l'école, Madame Lemaire. S'il vous plaît, appelez-moi Marthe. La femme a ajusté son sac de course. Vous allez au coin café? J'y allais justement. Ces vieux os apprécient une boisson chaude par ces journées fraîches. Nous avons marché ensemble, bavardant de l'hiver approchant. Marthe avait une manière douce et tranquille de parler que je trouvais apaisante après l'agitation émotionnelle de la matinée. À l'intérieur du café, nous avons trouvé une table dans un coin tranquille. Alors que nous nous installions avec nos boissons, Marthe m'a regardé pensivement. Vous semblez troublée aujourd'hui, ma chère. L'enseignement est un travail tellement gratifiant, mais il pèse parfois sur le cœur, n'est-ce pas? Quelque chose dans la sollicitude grand-mère de Marthe a brisé ma réserve professionnelle. C'est l'une de mes élèves. Je m'inquiète de sa situation familiale, mais c'est compliqué. Marthe a hoché la tête avec sympathie. Les situations compliquées sont toujours les plus difficiles. Pendant mes 40 ans d'infirmière avant de prendre ma retraite, j'ai trouvé que c'était invariablement vrai. J'ai tressailli. Vous étiez infirmière? En effet, j'ai été infirmière pédiatrique pendant la majeure partie de ma carrière. Maintenant, je fais du bénévolat et je m'occupe de mon jardin. Marthe a ri. En parlant de ça, la chose la plus inhabituelle. J'ai un voisin qui est absolument passionné par les herbes médicinales. Il a le jardin le plus élaboré que j'ai jamais vu. Une sensation de picotement m'a parcouru l'épine dorsale. Où habitez-vous, Marthe? Allée des Cèdres, numéro 42. J'y suis depuis 30 ans. Mon pouce est accéléré. La résidence des Dubois était sur l'allée des Cèdres. Ce voisin avec le jardin, s'appellerait-il Rémi? Rémi Dubois. Les sourcils de Marthe se sont levés de surprise. Mais oui. Vous le connaissez? Sa fille, Léa, est dans ma classe. C'est d'ailleurs l'élève qui m'inquiète. Marthe a posé sa tasse de thé, son expression devenant pensive. La petite fille silencieuse avec le cahier. Je les vois aller et venir. Ils se tiennent à l'écart, ces deux-là. J'ai hésité, pesant la confidentialité professionnelle face à l'éclaircissement potentiel que Marthe pourrait m'apporter. En tant qu'ancienne infirmière, que pensez-vous de l'approche de Rémi en matière de santé? Léa mentionne qu'il ne voit pas de médecin. Marthe a soupiré profondément. J'ai souvent observé Rémi dans son jardin. Sa connaissance des plantes est remarquable, presque érudite dans sa précision. Mais il y a autre chose là, une peur qui le ronge. Elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. Ce n'est pas un homme méchant, Éliane. Juste un homme terrifié, je crois. Terrifié par quoi? Je ne saurais le dire avec certitude. Nous n'avons parlé que quelques fois, surtout des plantes quand j'ai complimenté son jardin. Il est poli mais secret. La main ridée de Marthe a enveloppé sa tasse de thé. Un soir le mois dernier, je l'ai vu cueillir frénétiquement des herbes à la lampe de poche pendant une averse. Quand j'ai proposé mon aide,
il a dit quelque chose à propos de la fièvre de Léa qui montait en flèche et qu'elle avait besoin du remède anti-fièvre immédiatement. Je me suis penché en avant. Lui avez-vous suggéré de l'emmener chez un médecin? Oui, Marthe a hoché la tête sombrement. Sa réaction a été intense. Il a dit que les médecins avaient déjà failli à sa famille et qu'il ne leur ferait plus jamais confiance. Puis il s'est excusé pour son emportement et s'est dépêché de rentrer. La porte du café s'est ouverte, apportant un souffle d'air froid et Béatrice Laurent. J'ai salué mon ami et présenté rapidement les deux femmes. Marthe habite à côté de la famille Dubois, ai-je expliqué. Là elle partageait justement quelques observations. Béatrice a semblé intriguée. C'est une sacrée coïncidence. Peut-être pas entièrement, a dit Marthe avec un doux sourire. D'après mon expérience, quand les gens ont besoin de se trouver, l'univers arrange souvent les choses. Alors que Marthe partageait ses impressions sur Rémi et Léa avec Béatrice, j'ai regardé par la fenêtre le paysage de novembre, les arbres nus contre le ciel gris, les dernières feuilles résistantes s'accrochant aux branches malgré la détermination du vent à les déloger. La description de Marthe de Rémi comme, non pas méchant mais terrifié, a résonné profondément. Le cahier n'avait pas révélé un monstre, mais un homme essayant désespérément de protéger sa fille en utilisant les seules méthodes dans lesquelles il avait confiance. La question restait, qu'est-ce qui l'avait rendu si effrayé de la médecine conventionnelle? La forêt derrière nos maisons, disait Marthe. Rémi y va souvent ramasser des spécimens. Parfois, Léa l'accompagne, son cahier à la main, apprenant à identifier les plantes comme elle apprendrait ses tables de multiplication. Léa vous a-t-elle déjà semblé malade, a demandé Béatrice. Marthe a réfléchi. Pâle parfois, silencieuse toujours. Mais Rémi est attentif, la surveillant constamment, ajustant son écharpe, vérifiant son front pour la fièvre. Elle a soupiré. C'est la vigilance de ses soins qui m'inquiète le plus. Elle semble motivée par quelque chose de plus profond qu'une inquiétude parentale ordinaire. Alors que nous nous séparions devant le café, Marthe m'a serré la main. À quoi que vous envisagiez de faire, rappelez-vous que la peur rend les gens imprévisibles. Rémi est un homme bon qui protège sa fille de la seule façon qu'il connaît. Approchez-le avec compassion, pas avec jugement. En marchant vers ma voiture, j'ai ressenti le poids des mots de Marthe. La situation n'était pas noire ou blanche. Rémi ne négligeait pas Léa par malice ou indifférence, mais par une profonde méfiance que je ne comprenais pas encore entièrement. J'ai vérifié ma montre. Il était encore temps avant de devoir retourner à l'école. Avec une détermination soudaine, je me suis dirigé vers la bibliothèque publique. Si les remèdes à base de plantes de Rémi nuisaient potentiellement à Léa, Eliane devait s'informer avant d'agir. La fraîcheur cristalline de décembre était arrivée. Ce matin-là, la pâleur habituelle de Léa s'était accentuée, virant à un gris cendré. Pendant le cercle du matin, j'avais remarqué ses paupières tombantes, son petit corps se balançant légèrement comme si se tenir debout lui demandait un effort énorme. Lorsqu'on l'avait appelée à lire à haute voix, la voix normalement claire de Léa était à peine audible, s'éteignant au milieu de la phrase. « Léa, ça va ?» ai-je demandé doucement alors que les enfants se dirigeaient vers la cour pour la récréation. La petite fille a hoché la tête sans conviction. Juste fatiguée. Papa m'a donné un tonique supplémentaire ce matin. Quel genre de tonique? La mère, pour la force. La main de Léa s'est instinctivement portée à son ventre. Mon ventre me fait bizarre, mais papa dit que ça veut dire que ça marche. Dehors, j'observais depuis le banc de la cour de récréation les enfants jouer. La plupart couraient dans l'air vif, les joues rougies par l'effort et l'excitation. Léa, elle, était assise seule sous le même tilleul qui était devenu son endroit habituel, son cahier ouvert alors qu'elle esquissait mollement. Même l'invitation de Maxime à rejoindre un jeu de chat fut accueillie par un hochement de tête apologétique. Quand le coup de sifflet a retenti pour la fin de la récréation, Léa a eu du mal à se lever, se balançant de manière notable. Je me suis rapidement approché d'elle. Allons faire un tour à l'infirmerie avant de retourner en classe, ai-je suggéré, la stabilisant d'une main douce sur son épaule. Et la réaction de Léa a été immédiate et alarmante. Non, pas d'infirmière.
Sa voix est montée avec panique. Papa dit de ne jamais les laisser m'examiner. Il dit qu'ils essaieront de me donner leurs médicaments. L'infirmière vérifierait juste ta température, Léa. Si tu ne te sens pas bien. Je vais bien, a insisté la petite fille, bien qu'elle était clairement tout sauf bien. Papa sait comment arranger ça. Il le fait toujours. Je faisais face à un dilemme qui déchirait mon éthique professionnelle. La politique de l'école exigeait d'envoyer les enfants malades à l'infirmière. Mais forcer Léa détruirait la confiance fragile que nous avions construite, et sans preuve claire de négligence médicale, mes options étaient limitées. Dès au retour en classe, j'ai discrètement demandé à mon aide de surveiller Léa pendant que je m'éclipsais dans le couloir pour passer un appel. La secrétaire de l'école a répondu au deuxième coup de sonnette. Catherine, j'ai besoin de contacter Rémi Dubois au sujet de sa fille. Elle n'a pas l'air bien aujourd'hui. Je vais essayer son numéro tout de suite, a répondu Catherine, l'inquiétude évidente dans sa voix. 5 minutes plus tard, Catherine a rappelé. Il n'a pas répondu, mais j'ai laissé un message détaillé. Voulez-vous que je continue d'essayer? J'ai soupiré. S'il vous plaît. Et pourriez-vous aussi me donner les papiers d'inscription de Léa? J'ai besoin de voir quelles informations médicales nous avons dans le dossier. Les papiers, une fois arrivés, étaient frustrants maigres. Là où la plupart des parents fournissaient les coordonnées des pédiatres et les carnets de vaccination, Rémi avait soumis le minimum requis par la loi. Plusieurs sections contenaient la même phrase, pratique de santé alternative. Aucune intervention médicale conventionnelle autorisée sans consentement explicite. À l'heure du cours de mathématiques de l'après-midi, l'état de Léa s'était encore détérioré. Elle était assise voûtée à son bureau, participant à peine, sa feuille de travail largement intouchée. Quand la classe s'est déplacée vers le tapis pour l'heure du compte, elle a trébuché, se rattrapant contre une étagère. J'ai pris une décision rapide. Léa, voudrais-tu m'aider à porter ces livres à la bibliothèque? J'aurais bien besoin d'une assistante spéciale. Une fois dans le couloir, je me suis agenouillé à la hauteur de Léa. Ma chérie, tu ne te sens pas bien. Je m'inquiète pour toi. Peux-tu me dire ce qui te fait mal? Pendant un instant, le calme apparent de la petite fille s'est fissuré. Sa lèvre inférieure a tremblé et elle a murmuré, mon ventre me fait vraiment mal, Madame Mercier. Et je suis tellement fatiguée. Papa dit que le tonique fera partir les mauvaises choses, mais ça prend plus de temps cette fois. Quelle mauvaise chose, Léa? Mais le moment de vulnérabilité est passé aussi vite qu'il était apparu. Léa s'est redressée, son expression à nouveau gardée. Rien. Je n'aurais pas dû dire ça. Je vais bien, vraiment. Quand Rémi est arrivé à l'heure de la sortie, je l'attendais. Son expression s'est tendue à la vue de mon visage inquiet. Monsieur Dubois, pourrions-nous parler en privé un instant? Je m'inquiète pour Léa aujourd'hui. Ses yeux se sont légèrement plissés. Quel genre d'inquiétude? Elle a été exceptionnellement fatiguée, pâle, et a mentionné des douleurs d'estomac. Je me demandais si elle n'avait pas besoin d'une attention médicale. Nous gérons toutes les questions de santé à la maison, Madame Mercier, a-t-il répondu sèchement. Léa a un système sensible. Ces remèdes causent parfois un inconfort temporaire pendant qu'ils agissent. J'ai essayé à nouveau. Parfois, les enfants ont besoin de médecine conventionnelle en plus. Nous n'en avons pas besoin. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. J'apprécie votre inquiétude, mais j'ai développé des protocoles spécifiques pour la santé de Léa. Ils nous ont bien servi pendant des années. Alors qu'il s'éloignait, j'ai remarqué Léa s'appuyant lourdement contre le flanc de son père. La vue du visage pâle de l'enfant et du cahier toujours serré contre sa poitrine m'a hanté alors que je rentrais chez moi ce soir-là, le poids de l'indécision lourd sur mon cœur. Je ne pouvais pas prévoir l'opportunité qui s'est présentée le jeudi suivant. Un orage soudain avait assombri le ciel au-dessus des tilleuls, provoquant des scintillements de courant dans toute l'école. Les parents ont commencé à arriver plus tôt pour la sortie, inquiets des conditions routières, mais Rémi Dubois ne figurait pas parmi eux. Alors que la salle de classe se vidait,
Léa est restée à son bureau, visiblement de plus en plus anxieuse à mesure que les minutes s'écoulaient. Lorsque la cloche finale a sonné, elle était la seule élève restante. « Papa n'est jamais en retard », a-t-elle murmuré, serrant son cahier fermement. « Jamais, jamais. Je suis sûr qu'il est juste coincé dans la circulation à cause de l'orage », l'ai-je rassuré, bien que je partageais son inquiétude. La ponctualité de Rémi avait été absolue jusqu'à présent. 20 minutes se sont écoulées. J'ai appelé le bureau, mais Rémi n'avait pas contacté l'école. J'ai essayé le numéro d'urgence figurant dans le dossier de Léa, mais il est tombé directement sur la messagerie vocale. Allons attendre à la bibliothèque, ai-je suggéré, ne voulant pas que Léa voie mon inquiétude grandissante. C'est plus confortable là-bas, et Marthe Lemaire est bénévole aujourd'hui. Tu la connais? Elle habite près de chez toi. Léa a hoché la tête. La dame avec le chat. Elle me fait parfois signe. À la bibliothèque, Marthe nous a accueillis chaleureusement, comprenant immédiatement la situation à mon expression. Pourquoi ne m'aides-tu pas à trier ces nouveaux livres pendant que tu attends, a suggéré Marthe à Léa. J'aurais bien besoin d'une assistante attentive. Pendant que Léa arrangeait des livres d'images sur un chariot, je me suis écarté pour appeler Béatrice. Rémi Dubois est en retard pour la sortie, ai-je expliqué doucement. Étant donné tout ce que nous savons, je crains qu'il ne soit arrivé quelque chose. Je vais appeler la ligne de police non urgente pour vérifier les accidents dans la région, a répondu Béatrice. Restez avec Léa. J'arrive. Quand je suis revenu, j'ai trouvé Léa assise avec Marthe. Le cahier de la petite fille était ouvert entre elles. Léa me montrait ses merveilleux dessins de plantes, a expliqué Marthe. Je lui disais justement qu'avant d'être infirmière, ma grand-mère m'a aussi appris les herbes médicinales. Pour la première fois, j'ai vu Léa engagée dans une conversation enthousiaste, montrant divers dessins et expliquant leurs utilisations. Marthe écoutait avec un intérêt sincère, ajoutant occasionnellement ses propres connaissances. Celui-ci ressemble à de l'échinacée, a noté Marthe, montrant un croquis de fleurs violettes. Ma grand-mère l'utilisait pour les rhumes. Léa a hoché la tête avec enthousiasme. Papa le cultive dans notre jardin. Il dit que c'est mieux que les médicaments des magasins parce que c'est pur. Marthe a souri doucement. La nature fournit de merveilleux remèdes, bien que parfois nos corps aient aussi besoin d'autres sortes d'aide. L'expression de Léa est devenue sérieuse. Papa dit que les médecins ne comprennent pas. Ils ont essayé d'aider et ils ont empiré les choses. Marthe et moi avons échangé un regard au-dessus de la tête de la petite fille. Ont empiré quoi, ma chérie, a demandé Marthe doucement. Léa a hésité, regardant son cahier. Je ne suis pas censé en parler. Papa devient triste quand je demande. La porte de la bibliothèque s'est ouverte alors que Béatrice arrivait, me faisant signe de la rejoindre dans le couloir. Aucun accident signalé, m'a informé Béatrice. Mais la politique de l'école stipule que nous devons commencer les protocoles d'urgence après 30 minutes sans contact. Cela signifie appeler les services de protection de l'enfance si nous ne pouvons pas le joindre bientôt. Mon estomac s'est serré. Cela détruirait toute chance de construire la confiance avec Rémi. Il doit y avoir une autre option. Nous pourrions ramener Léa à la maison, a suggéré Béatrice. Voir si Rémi est là. Ce n'est pas la procédure standard, mais étant donné les circonstances. Laissez-moi vérifier avec Léa d'abord, ai-je décidé. À l'intérieur de la bibliothèque, je me suis agenouillé à côté de la chaise de Léa. Ton père est peut-être coincé quelque part à cause de l'orage. Serait-ce d'accord si Madame Laurent et moi te ramenions à la maison pour voir s'il est là? Léa s'est mordu la lèvre, clairement tiraillée entre les règles de son père de ne jamais partir avec personne et sa peur grandissante. Je suppose que ce serait d'accord. Papa pourrait être inquiet. Alors que nous nous préparions à partir, Léa a soudainement arraché une page de son cahier. Un geste rare qui m'a fait couper le souffle. C'est pour vous, a dit Léa, tendant le papier à Marthe. C'est mon dessin de camomille pour un sommeil paisible. Marthe l'a accepté avec un sourire.
Merci, ma chère. Je le chérirai. Dans la voiture, Léa nous a guidés à travers les quartiers jusqu'à une modeste maison de l'allée des Cèdres. La cour avant était ordinaire, mais des aperçus du jardin arrière révélaient un vaste jardin malgré la saison avancée. Aucune voiture n'était dans l'allée. Aucune lumière ne brillait à l'intérieur. Il n'est pas à la maison, a murmuré Léa, sa voix tremblant légèrement. Vérifions quand même, ai-je suggéré. Sais-tu où pourrait se trouver une clé de secours? Léa a secoué la tête. Papa dit que les clés ne devraient jamais être cachées dehors. Ce n'est pas sûr. Béatrice a de nouveau essayé d'appeler le numéro de Rémi pendant que je marchais avec Léa jusqu'au porche, la protégeant de la pluie avec un parapluie. Alors que nous atteignions la porte, elle s'est soudainement ouverte, révélant Rémi Dubois, les cheveux en bataille, son expression un mélange de soulagement et de colère. Léa, Dieu merci, il a serré sa fille dans une étreinte forte avant de me regarder avec colère. Pourquoi l'avez-vous amené ici au lieu de m'appeler? Nous avons essayé d'appeler, Monsieur Dubois, ai-je expliqué calmement. Plusieurs fois. La politique de l'école exige. Mon téléphone est mort, a-t-il interrompu, la voix tendue. Il n'y a plus d'électricité dans ce quartier. J'essayais de rentrer. Il s'est arrêté, semblant réaliser que son ton s'intensifiait. Avec un effort visible, il a adouci son expression. Merci de l'avoir ramené en toute sécurité, a-t-il corrigé, bien que la tension marquait toujours son visage. L'orage. J'étais inquiet. Alors que Béatrice et moi nous préparions à partir, Léa a soudainement pris la parole. J'ai montré mon cahier à Madame le maire, papa. Elle a admis, elle connaît aussi les plantes. Sa grand-mère lui a appris, tout comme vous m'apprenez. L'expression de Rémi a vacillé avec alarme, mais alors que Léa continuait avec enthousiasme, décrivant sa conversation avec Marthe, quelque chose dans sa posture rigide s'est légèrement relâché. Vous pouvez faire confiance à Madame Mercier et Madame le maire, a ajouté Léa doucement. Elles ne sont pas comme les autres. Je n'ai pas entendu la réponse murmurée de Rémi. Mais alors que Béatrice et moi retournions à la voiture, j'ai ressenti un fil ténu d'espoir. Pour la première fois, Léa avait volontairement partagé son précieux cahier avec quelqu'un d'extérieur à sa famille, et ce faisant, avait peut-être ouvert une petite porte dans la forteresse d'isolement que Rémi avait construite autour d'eux. Le conflit que j'avais anticipé était arrivé, mais pas comme je l'avais espéré. Tout dépendait maintenant de ce qui se passerait dans cette pièce silencieuse, et de savoir si un père effrayé pourrait recommencer à faire confiance. Le lundi matin est arrivé, empli d'un froid cristallin de décembre, les fenêtres de la salle de classe givraient sur les bords. Je suis arrivé tôt, mon esprit encore hanté par les événements du week-end. Après l'évanouissement de Léa à la fête du bien-être, Rémi avait permis au docteur Moreau d'examiner sa fille à l'infirmerie, mais avait refusé toute intervention médicale supplémentaire. Ils étaient partis peu après, Rémi portant Léa, son expression indéchiffrable. Le week-end s'était écoulé sans nouvelles d'eux. J'avais à peine dormi, me demandant si Léa apparaîtrait même en classe aujourd'hui. Ma question trouva sa réponse lorsque Béatrice Laurent apparut à la porte de ma classe, son expression grave. Rémi Dubois est là, dit-elle doucement. Il demande à vous parler avant le début des cours. Je l'ai trouvé attendant dans la petite salle de réunion de l'école, debout près de la fenêtre plutôt qu'assis. Sa grande silhouette semblait diminuer, ses épaules voûtées sous un poids invisible. Monsieur Dubois, l'ai-je salué avec prudence. Comment va Léa? Il s'est retourné, et j'ai été frappé par l'épuisement gravé sur son visage. Elle va mieux, l'épisode est passé. Sa voix était monocorde, vidée de son habituelle pointe défensive. Je suis contente de l'apprendre, ai-je répondu, attendant la raison de sa venue. Le regard de Rémi s'est fixé quelque part au-delà de mon épaule. Le médecin à la foire, le docteur Moreau. Elle m'a donné sa carte, a dit que je pouvais l'appeler si les choses empiraient. Il a fait une pause, ses doigts tambourinant contre sa jambe dans un rythme nerveux. Léa a eu un autre épisode samedi soir. Pire qu'à la foire. J'ai tout essayé.
Tous les remèdes que j'ai développés, rien n'a fonctionné. J'ai senti mon cœur se serrer. Avez-vous appelé le docteur Moreau? Un hochement de tête à peine perceptible. À 2 heures du matin. Elle a répondu. M'a parlé pendant. Sa voix s'est légèrement brisée, a suggéré qu'il était peut-être temps de faire des tests. Des vrais tests médicaux. Ai-je doucement relancé quand il est resté silencieux. Rémi a finalement croisé mon regard. Et j'ai vu quelque chose là que je n'avais jamais vu auparavant. La peur vulnérable derrière son extérieur rigide. Le docteur Moreau n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle a écouté ce que je disais sur les herbes, a posé des questions, ne les a pas rejetées d'emblée. Il a pris une profonde inspiration. Elle a arrangé un rendez-vous pour Léa avec le docteur Renard, le pédiatre de la foire, celle qui travaille avec les deux approches. Chaque mot semblait lui coûter un effort énorme. Nous y allons cet après-midi. Un soulagement m'a traversé. C'est une merveilleuse nouvelle, monsieur Dubois. Rémi, a-t-il corrigé doucement. Je pense qu'après tout, vous devriez m'appeler Rémi. Une petite victoire, ai-je réalisé. La première barrière a baissé, le premier pas vers la confiance. Il y a plus que vous devriez savoir, a-t-il poursuivi en hésitant, sur pourquoi j'ai été si protecteur de la santé de Léa. Ce n'est pas une simple peur ou de l'obstination. Il y a des raisons. J'ai désigné les chaises. Je vous écoute. Pour la première fois depuis que nous nous étions rencontrés, Rémi Dubois s'est assis pour avoir une véritable conversation avec la maîtresse d'école de sa fille, prêt à partager l'histoire qui avait façonné ses peurs les plus profondes et, peut-être, a enfin commencé le chemin de la guérison. Ma femme. Élise, a-t-il commencé, sa voix un murmure à peine audible. La mère de Léa. Elle est tombée malade il y a quelques années. Une maladie étrange, que les médecins n'ont jamais vraiment su nommer, ni soigner. Son regard s'est perdu dans le vide, dans le passé. J'ai vu Élise dépérir. J'ai frappé à toutes les portes des hôpitaux, des spécialistes. J'ai dépensé des milliers d'euros dans ses consultations, dans ses traitements conventionnels qui ne la soulageaient pas. Il disait « nous faisons de notre mieux », mais elle s'éteignait. Le silence s'est fait lourd, empli de son chagrin. Puis, j'ai commencé à chercher ailleurs. Dans les livres, dans la nature. J'ai découvert la puissance des plantes. J'ai étudié, des nuits entières. Et j'ai vu des petites améliorations chez Élise, là où la médecine traditionnelle avait échoué. Pas une guérison, non. Mais un peu de confort, un peu d'espoir. Ses yeux se sont posés sur moi, remplis d'une douleur crue. Là elle est partie quand même. Mais je me suis juré que je ne laisserais jamais un système, aussi puissant soit-il, me dire qu'il n'y avait plus rien à faire pour mon enfant. J'étais si certain de pouvoir la protéger en l'éloignant du système médical qui nous avait déjà trahis. Il a ravalé sa douleur, un homme à nu devant moi. Je n'ai pas pu sauver Élise. Mais pour Léa, j'étais convaincu que je détenais la vérité, que je savais ce qui était le mieux. Il a passé une main fatiguée sur son visage. Le samedi soir, quand rien de ce que j'avais préparé n'a fonctionné, quand Léa a crié de douleur. C'est là que j'ai su. Mon amour pour elle m'avait aveuglé. L'après-midi de décembre s'estompe déjà vers le soir lorsque mon téléphone a sonné. C'était le docteur Moreau, avec une mise à jour et une demande. Rémi a donné la permission de vous partager des informations limitées, a-t-elle expliqué, et il a demandé si vous et Marthe seriez disposés à vous rendre chez eux ce soir. Il semble que Léa insiste pour vous montrer quelque chose à toutes les deux. 1 heure plus tard, Marthe et moi nous tenions sur le porche des Dubois. L'air hivernal nous piquait les poumons. Rémi a ouvert la porte avec un salut sobre, nous conduisant à travers un salon modestement meublé. Léa est dans le jardin d'hiver, a-t-il expliqué. C'est là que nous gardons nos plantes d'intérieur pendant l'hiver. Le jardin d'hiver, à l'arrière de la maison, fut une révélation. Un espace vitré rempli de plantes soigneusement entretenues dans des pots étiquetés. Des établis longeaient les murs, supportant des mortiers,
des pilons, des étagères de séchage et de petites balances pour des mesures précises. Léa était assise sur un banc rembourré, l'air pâle mais alerte, son cahier toujours présent ouvert à ses côtés. Son visage s'est éclairé à la vue de ses visiteurs. « Madame Mercier, Madame le maire. Papa a dit que je pouvais vous montrer notre salle de médecine. » Marthe et moi avons échangé un regard, reconnaissant toutes les deux la signification de cette invitation au cœur du monde de Rémi. « C'est remarquable, » a commenté Marthe, sincèrement impressionnée. Une telle organisation et un tel soin. Rémi se tenait sur le seuil, nous regardant explorer. C'était un passe-temps au début, a-t-il expliqué doucement, puis c'est devenu quelque chose de plus. Tandis que Léa nous montrait avec enthousiasme ses plantes préférées, Rémi a progressivement révélé des fragments de son histoire. Comment il avait étudié la botanique avant de se tourner vers la médecine alternative. Comment il s'était de plus en plus concentré sur les remèdes à base de plantes après une expérience médicale qui avait ébranlé sa foi dans les soins de santé conventionnels. Je me suis convaincu que je pouvais tout gérer, a-t-il admis, regardant Léa démontrer comment elle aidait à étiqueter les spécimens de plantes, que je savais mieux que quiconque ce dont Léa avait besoin. J'ai remarqué Léa devenir fatiguée, son animation s'estompant. Rémi l'a remarqué aussi, se déplaçant immédiatement à ses côtés. « Ça suffit pour aujourd'hui, mon cœur, » a-t-il murmuré. Le docteur Renard a dit que tu avais besoin de repos. Tandis qu'il aidait Léa à regagner sa chambre, Marthe a examiné les herbes séchées avec un intérêt professionnel. Beaucoup d'entre elles ont des propriétés médicinales légitimes, a-t-elle noté. Utilisées correctement, elles peuvent être des traitements complémentaires précieux, mais pas un remplacement des soins médicaux. Non, Marthe a acquiescé. Pas pour des conditions graves. Rémi est revenu, son expression troublée. Le docteur Renard a confirmé ce que j'avais peur d'admettre. Léa a une condition traitable, une qui nécessite une médecine conventionnelle en plus de tout remède naturel. Il s'est dirigé vers un établi, ses doigts traînant sur ses fournitures soigneusement arrangées. J'étais si certain de pouvoir la protéger en l'éloignant du système médical qui nous avait déjà trahis. Au lieu de cela, je l'ai. Il ne pouvait pas finir la phrase. Un son venant de la chambre de Léa nous a interrompus. Un cri soudain d'inconfort. Rémi s'est précipité vers elle. Marthe et moi avons suivi avec une inquiétude instinctive. Nous avons trouvé Léa assise dans son lit, les bras serrés autour de son ventre, le visage contorsionné de douleur. Le cahier était ouvert à côté d'elle, les pages flottant dans le courant d'air de l'embrasure de la porte. Le visage de Rémi s'est vidé de ses couleurs. Pas encore, pas cette nuit. Alors qu'il se précipitait pour consoler sa fille, le cahier est tombé sur le sol, les pages s'étalant, révélant les symptômes méticuleusement documentés, les remèdes tentés et leurs effets. Un journal médical tenu par un père désespéré et sa petite assistante, relatant leur bataille solitaire contre un ennemi qu'ils ne pouvaient vaincre seul. À ce moment-là, en voyant la peur de Rémi et la douleur de Léa, j'ai su que le pont entre l'isolement et l'aide avait été construit, mais que la traversée la plus difficile restait à venir. Le docteur Moreau est arrivé rapidement, son visage serein, mais ses yeux reflétant l'urgence de la situation. Sa fièvre monte, a rapporté Rémi, la voix serrée par une panique à peine contrôlée. J'ai essayé le thé d'écorce de saule. Des compresses froides. Rien n'aide. Le docteur Moreau a examiné doucement Léa, qui était recroquevillée sur le côté, son petit visage rougi par la fièvre. Depuis combien de temps a-t-elle ces épisodes, Rémi? Des années, a-t-il admis, le mot lourd de culpabilité, mais jamais aussi grave. Marthe se tenait à proximité, sa formation d'infirmière évidente dans son efficacité calme alors qu'elle humidifiait des linges frais pour le front de Léa. Je suis resté à l'entrée de la chambre, le cœur serré à la vue de mon élève dans une telle détresse. Rémi, a dit le docteur Moreau avec une autorité calme. Léa a besoin de soins hospitaliers. Les médicaments que le docteur Renard a prescrits ne suffisent plus. Le moment s'est cristallisé, l'aboutissement de semaines de construction progressive de la confiance, faisant face maintenant à son test ultime. Rémi a fixé le médecin, la peur nue dans ses yeux.
La dernière fois qu'elle était à l'hôpital, a-t-il commencé, la voix brisée point. Ce n'est pas la dernière fois, l'a assuré le docteur Moreau. Et vous ne serez pas seul. Je serai là tout le temps. Léa a gémi, tendant la main vers celle de son père. Papa, j'ai peur. Quelque chose de profond a changé dans l'expression de Rémi. Une prise de conscience plus puissante que la peur. Sa fille avait besoin de lui, non pas pour s'opposer au système médical, mais pour l'aider à le naviguer en toute sécurité. Je sais, mon cœur, a-t-il murmuré. Mais parfois, nous avons besoin d'une aide que nos plantes ne peuvent pas nous donner. Il s'est tourné vers le docteur Moreau, prenant une grande inspiration tremblante. Que devons-nous faire? Ce qui a suivi fut un tourbillon d'activités. Des appels passés, des sacs rapidement préparés. Alors qu'il se préparait à partir, Rémi s'est arrêté à la porte du jardin d'hiver, fixant ses plantes soigneusement entretenues. Après un moment d'hésitation, il a sélectionné un petit pot de feuilles séchées. Mélisse, a-t-il expliqué au docteur Moreau. Pour calmer. Pourrait-elle? Serait-ce autorisé avec n'importe quel traitement? Au lieu de le rejeter, le docteur Moreau a examiné le pot. Je parlerai au personnel de l'hôpital. Il peut y avoir des moyens d'incorporer certaines approches complémentaires. Le geste, ce petit pont entre le monde de Rémi et la médecine conventionnelle, a semblé le stabiliser. Il a hoché la tête, glissant le pot dans sa poche. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Rémi s'est soudainement arrêté. Le cahier. Léa voudra son cahier. J'ai aperçu le cahier sur le sol, où il était tombé plus tôt. En le ramassant, il s'est ouvert sur une page blanche près de la fin. Territoire vierge après des dizaines de pages remplies relatant les symptômes et les traitements de Léa. Quand je l'ai tendu à Rémi, il a fixé la page vide un long moment. Puis, avec une douceur inattendue, il a placé le cahier dans mes mains. Voulez-vous le garder en sécurité jusqu'à notre retour, a-t-il demandé. Il contient tout ce que nous avons essayé. Peut-être que les médecins devraient le voir. L'abandon du cahier, l'incarnation physique de ces années de lutte isolée, était plus significatif que n'importe quel mot n'aurait pu l'être. Cela représentait non pas une défaite, mais le courage d'emprunter un nouveau chemin. Tandis que nous aidions Léa à monter dans la voiture du docteur Moreau, la petite fille a tendu la main de manière inattendue, prenant ma main. Merci de ne pas nous avoir abandonnés, Madame Mercier, a-t-elle murmuré. J'ai serré doucement sa petite main. Jamais, Léa. Jamais. Nous avons regardé les feux arrière disparaître dans la nuit. Rémi et Léa se dirigeaient vers les soins médicaux qu'ils avaient tant craints. Enfin prêts à faire de petits pas courageux vers un autre genre de guérison. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange délicat d'attente et d'espoir. Léa a été hospitalisée pendant quelques jours. Le docteur Renard, la pédiatre intégrative, a expliqué que Léa souffrait d'une maladie inflammatoire chronique, une condition qui, bien que gérable avec des médicaments spécifiques, avait été aggravée par le stress constant et le déséquilibre causé par les remèdes non contrôlés. Ce n'était pas une maladie incurable, mais elle demandait de la patience, de la rigueur et, surtout, une approche combinée. Rémi, au début, est resté sur ses gardes. Il écoutait attentivement les médecins, mais je pouvais sentir sa résistance latente. Il posait des questions pointues sur les effets secondaires des médicaments, sur les alternatives possibles. Mais les docteurs Moreau et Renard ont fait preuve d'une patience admirable. Elles ont expliqué, non pas en rejetant ses connaissances en herboristerie, mais en montrant comment la science moderne pouvait travailler avec la nature, pour le bien-être de Léa. Elles ont même discuté de la possibilité d'incorporer certaines tisanes calmantes ou digestives, sous supervision, si elles ne contredisaient pas le traitement médical. Marthe, ma chère Marthe, a joué un rôle crucial. Elle est allée rendre visite à Rémi, apportant non seulement des recettes de tisanes apaisantes, mais aussi des livres sur les interactions entre plantes et médicaments. Rémi, lui a-t-elle dit un soir, comme il me l'a raconté plus tard, la nature est puissante, oui. Mais la science aussi. Elles ne sont pas ennemies. Elles peuvent être des alliés.
J'allais régulièrement rendre visite à Léa à l'hôpital. Son teint s'améliorait, ses yeux retrouvaient un peu de leur éclat. Elle était toujours un peu réservée, mais elle me parlait davantage, de ses jeux, de ses livres, même de l'hôpital. Le cahier, celui que Rémi m'avait confié, était à son chevet. Nous le feuilletions ensemble. Elle me montrait les dessins de plantes, et je voyais, sur de nouvelles pages, des notes sur ses médicaments, sur les heures de prise, écrites de sa petite écriture soignée. C'était un symbole fort, le cahier n'était plus un secret lourd, mais un pont. Un soir, quelques semaines après le retour de Léa à la maison, Marthe et moi avons été invités à dîner chez les Dubois. Le salon, auparavant si fermé, paraissait plus lumineux. Et le jardin d'hiver. C'était toujours le royaume des plantes, mais sur l'établi, à côté des vieux herbiers et des mortiers, se trouvaient désormais des manuels de pédiatrie et des revues médicales. Rémi nous a préparé un pot-au-feu, un plat réconfortant, fumant, qui réchauffait le corps et l'âme. Autour de la table, l'ambiance était détendue, bien loin des silences tendus du passé. Il a partagé avec nous ses découvertes. Je lis, je compare, a-t-il dit. Les docteurs Moreau et Renard m'ont aidé à comprendre. La maladie de Léa est complexe. Mes plantes, elles aidaient, oui, à soulager certains symptômes, mais elles ne traitaient pas la cause profonde. Et parfois, même, elles pouvaient interférer. J'apprends à écouter les deux voix. La voix de la terre et la voix de la science. Léa, assise à côté de son père, mangeait avec appétit. Elle n'était plus cette petite fille apeurée. Elle participait à la conversation, posant des questions sur les plantes à Marthe, racontant à son père ce qu'elle avait appris à l'école. Sur une feuille de son cahier, elle avait dessiné un soleil au centre, et de chaque côté, des branches égales, l'une avec des feuilles et des fleurs, l'autre avec des pilules et des seringues stylisées. C'était son interprétation, son chemin vers la guérison. Le pont entre les deux mondes était en train d'être bâti, patiemment, jour après jour, dans le cœur de Rémi et dans l'esprit de Léa. Je sentais mon cœur se gonfler d'une satisfaction tranquille. Ce n'était pas un grand exploit, pas une victoire éclatante, mais une transformation silencieuse, profonde, qui redonnait à cette famille la chance de vivre, vraiment point un matin de printemps, quelques mois plus tard. Les rayons du soleil inondaient ma salle de classe, et l'air portait la promesse des jours plus longs. Je regardais mes élèves rentrer après la récréation de midi, et mon regard s'est attardé sur Léa Dubois. Sa transformation était remarquable, presque miraculeuse. Ses joues arboraient une couleur saine, ses mouvements étaient vifs, pleins d'une énergie nouvelle. Et surtout, elle souriait. Facilement, souvent, un sourire franc et joyeux qui avait été si rare auparavant. Elle jouait avec Maxime et les autres, riant aux éclats, courant sans la moindre hésitation. Elle n'était plus cette petite fille qui se recroquevillait, qui sursautait au moindre bruit. À une réunion de parents d'élèves, je me suis retrouvé face à Rémi. Le Rémi d'avant aurait été tendu, défensif. Mais ce jour-là, il était différent. Son regard était calme, apaisé. Il a parlé de la guérison de Léa, de la façon dont les docteurs Moreau et Renard avaient su trouver le bon traitement, et de l'incroyable soutien que nous, l'école, leur avions apporté. J'ai eu tort, Madame Mercier, a-t-il admis, la voix basse, pleine de regrets mais aussi d'une humble gratitude. Mon amour pour ma fille m'a aveuglé et m'a fait croire que je savais tout. C'est vous qui avez eu le courage de voir au-delà de mes peurs. Il a expliqué comment les médecins avaient diagnostiqué et traité une maladie rare chez Léa, une maladie que ces remèdes à base de plantes n'avaient fait que soulager temporairement, voire, par moments, aggraver avec des effets secondaires inattendus. Il avait fallu du temps, beaucoup de discussions, mais il avait fini par comprendre. Je l'ai interrogé sur le cahier de Léa. Là elle l'utilise toujours, a-t-il souri. Mais ce n'est plus un recueil de secrets, c'est devenu un journal d'exploration. Elle y dessine ses plantes, mais elle y note aussi ce qu'elle apprend sur son corps, sur les traitements. C'est un pont, comme vous dites. Un pont entre son monde et le monde. Et puis, le moment est arrivé. Un son familier, déchirant, a percé le calme de l'après-midi. Une sirène d'ambulance, lointaine, mais distincte.
Mon cœur a fait un bond, mais mes yeux se sont rivés sur Léa. Elle a levé la tête un instant, a écouté, puis a souri, reprenant sa conversation animée avec ses amis. Pas de tressaillement, pas de panique, pas de cahier serré contre elle. Rien. Juste le son d'une enfant enfin libre. C'était ça. Mon scato. Ma satisfaction silencieuse, profonde. Rémi et moi avons échangé un regard. Un regard chargé de tout ce que nous avions traversé, de toutes les peurs, de tous les espoirs. C'était une compréhension sans mots, une sérénité enfin retrouvée. Le poids qui avait pesé sur mes épaules, sur mon cœur, s'est allégé. Léa était guérie, non seulement de son mal physique, mais aussi de l'isolement et de la peur. Rémi, lui, avait appris la plus dure des leçons, celle de l'humilité et de la confiance. Parfois, les plus belles victoires sont celles qui se gagnent en silence, avec persévérance et un peu de compassion. Un matin ordinaire de printemps. Le soleil, généreux, inondait la salle de classe. Eliane observait ses élèves, un sourire flottant sur ses lèvres. C'était l'heure du conte, un moment de calme et de partage. Léa, cette petite Léa, a levé la main, non pas avec la timidité d'autrefois, mais avec une assurance nouvelle. « Madame Mercier », a-t-elle dit clairement, sa voix portant la force d'un ruisseau enfin libre. « J'ai terminé mon projet spécial. Est-ce que je peux le partager ?» Avec mes encouragements, Léa s'est levée, se tenant devant ses camarades. Elle a ouvert son cahier, ce même cahier qui avait jadis contenu tant de secrets douloureux. Mais ce qu'elle a révélé n'était plus le journal médical secret d'autrefois, ni même les dessins d'herbes isolées. C'était une histoire pour enfants magnifiquement illustrée, un récit vibrant d'un jardin enchanté où la science et la nature travaillaient main dans la main pour aider les gens à guérir. « Mon père et moi l'avons fait », a-t-elle expliqué fièrement. C'est l'histoire de comment parfois, on a besoin des deux types de médecine. Tandis que Léa lisait son histoire à voix haute, sa voix forte et confiante emplissant la pièce, j'ai aperçu une silhouette discrète postée à l'entrée de la classe. Rémi était là, témoin silencieux de l'instant de gloire de sa fille. Leurs regards se sont croisés brièvement et il a esquissé un hochement de tête, un aveu sans mots de leur parcours partagé, de la vérité enfin acceptée. Lorsqu'une sirène d'ambulance retentit au loin, ce son qui autrefois aurait figé Léa dans la terreur, Eliane a observé Léa continuer sa lecture sans un tressaillement, la peur envolée. Son sourire s'est fait plus grand, un sourire de paix et de victoire. L'histoire que je viens de vous raconter, celle d'Eliane, de Rémi et de Léa, se termine ici. Vous, chers auditeurs, que pensez-vous de la décision d'Eliane? Auriez-vous agi différemment si vous aviez été à sa place, face à ce dilemme si complexe, entre le respect de l'intimité et le devoir d'alerte? N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, je lis toujours chacun de vos mots avec attention. Si cette histoire a touché votre cœur ou vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de la partager avec quelqu'un qui, vous en êtes sûr, sera également ému, et de vous abonner à la chaîne Les Voix du Cœur pour ne pas manquer nos prochains récits. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine histoire et qui sait, la prochaine fois, c'est peut-être vous qui serez le cœur vibrant de notre récit.